Mais où est passé Kadabra? Après 11 cartes sorties entre la première et la deuxième génération, il a disparu, censuré par ce mec, Uri Geller. Magicien spécialisé dans le maniement des cuillères, plus connu pour ses fails que ses réussites, il accuse le monstre d'usurper son identité. Et le nom japonais aide pas, hein, Yungela. Du coup, il colle un procès à la Pokémon Company, il le gagne, et fini pour Kadabra. Pendant 20 ans, plus de nouvelles. Mais harcelé par les fans et ses petits-enfants, il est bien obligé de changer d'avis et de libérer le monstre. C'est un peu trop tard, le mal est déjà fait. Ses 13 apparitions en font le deuxième monstre le moins représenté de la 1G. Et ça a plombé la carrière d'Alakazam, à peine plus de 40 impressions, alors qu'il avait largement le potentiel pour faire partie des champions des cartes Pokémon. Au moins il a évité le pire. Malgré ses 20 ans d'interdiction, la famille de Kadabra est loin de faire partie des vrais losers du TCG, comme... Mais pourquoi parler de maintenant? Regarde le public, ils veulent voir les vrais héros. Allez hop, toi là, un terreau surprise. Qui est le taulier? Pikachu? Ah, c'était facile. La souris Flex sur pas moins de 218 cartes uniques, 319 en comptant les exclus japonaises et les reprints. Je t'expliquerai la différence un peu plus tard. Ça lui en fait 3 fois plus que le deuxième. Maintenant, si on zoome par génération, il est quasi toujours premier, ou pas très loin. Même en 5G, seul ou plus où il est absent en l'état sauvage, il gratte la deuxième place. Mais alors, c'est quoi son secret? Déjà, sa polyvalence. Il est aussi bon en commune destinée à évoluer qu'en gimmick surpuissant. Une logique à laquelle t'es habitué sur Pocket. Mais surtout, il est très fort en promo. Partenariat avec le musée Van Gogh, une collab avec la Ligue anglaise de futsal, un nouveau Pokémon Center à Taipei, un Pikachu costumé, et c'est plié. Tout ça, c'est sans compter sa tendance à s'incruster chez ses petits camarades, avec 162 caméos à son actif. Même une fois Sacha mis au placard, lui continue à écraser la concu en 9G. Donc forcément qu'il a la première place. Depuis Soleil et Lune. Avant ça, c'était l'éternel Nirozika, juste derrière, Zarbi. Y a pas d'erreur, hein, c'est le deuxième Pokémon avec le plus d'apparitions du TCG, 92 cartes. Ce qui lui offre une solide avance sur le troisième du classement. Au rythme actuel, il ne devrait pas se faire dépasser avant la 10 ou 11G. Et là tu dois te dire, fake news, la majorité des classements en ligne le mettent 4ème. Serait-on en train de t'intoxiquer discrètement par de la propagande de G? Eh bah pas du tout, je t'explique. On te disait tout à l'heure que le compte de Pikachu variait entre 218 et 319. La différence vient par exemple de ce Exterra Crystal d'étincelles déferlantes. Ce que tu vois là, c'est un First Print. Si t'as beaucoup de chance dans les paquets, tu peux tomber sur l'ultra rare, l'illustration spéciale et l'hyper rare. Puis, dans l'extension suivante, une seconde hyper rare. Ces 4-là, c'est ce qu'on appelle des reprints. Elles ne représentent aucune différence de PV, talent et attaque, donc pour un joueur, c'est la même carte. Mais pas pour des collectionneurs, qui eux en comptent 5. Voilà pourquoi dans la majorité des classements, plutôt orientés pour eux, les reprints sont comptés. Et ça désavantage grandement Zarbi. Parce que lui, sa plus grande force, c'est les first prints. Tu le sais, il a 28 formes différentes. Les concepteurs du TCG auraient pu se contenter de reprints, mais non. En 2 et 4G, chacun reçoit un talent unique commençant par la lettre de sa forme. En 3G, c'est leur attaque, puissance cachée, qui ont un effet différent. Dès son arrivée en 2G, Zarbi fracasse ainsi le leaderboard avec 27 cartes et détrône instantanément Pikachu. Propulsé par son rôle central dans la mythologie, il complète sa panoplie avec 62 nouveaux exemplaires au cours des 2 générations suivantes. Après avoir spammé nos classeurs pendant des années, il est mis au placard en 5G et se contente depuis de sorties au compte-gouttes. Et voilà comment Zarbi est passé 2ème dans Soleil et Lune. Mais pas sans un dernier coup d'éclat. 2 cartes interdites en compétition, un événement rarissime dans le TCG. Seulement 25 ont connu cette punition, dont 11 monstres. La cause? 2 talents complètement fumés pour gagner automatiquement la partie. Oui, en gros, c'est Exodial maudit. Le premier te demande d'avoir dans ta main 35 cartes, n'importe lesquelles. Le second, que tes monstres aient survécu à 66 points de dégâts. Sachant que tu peux te blesser toi-même, ça va très vite. 1 ou 2 tours dans le meilleur des cas. La chute de Zarbi va continuer en 9G. Entre ce ralentissement et son très faible nombre de reprints, seulement 7, il est aujourd'hui bloqué à 99 cartes. Sa disparition au final, c'est une question de manque d'alternative. Alternative? On va pas oser cette transi-là quand même. Oh que si, car quand on parle alternative, la meilleure c'est Oli. Attends, avant de passer, on a une nouveauté temporaire qui pourrait te plaire. Laisse-moi te dire ce que j'aime chez eux et après je t'explique quoi. À part Feuton. Je suis comme Cry, j'y croyais pas trop à Oli. Mais en vrai, c'est sympa. J'ai pris l'habitude de me servir au goûter mon strawberry milkshake avec son petit axolot trop chou. J'aurais préféré qu'il le fasse évoluer en terrestre, mais bon, chou quand même. Là où ça me carie le plus, c'est après les séances de sport. Il m'a fallu quelques tests pour trouver ce qui me plaisait, mais maintenant, je me fais souvent un petit hydration coconut avec des glaçons. Ah,
clairement banger. J'avoue, je suis plus branché énergie. Ça te booste longtemps et sans crash post-caféine. Un shaker d'Apple Alligator sur les journées difficiles, c'est le bonheur. Pour trouver ta saveur préférée, on te conseille leur pack de luxe. 57 portions modulables selon tes envies. Et si tu prends le complet, il y a une promo spéciale pour novembre. Rends-toi sur leur site pour profiter de nos codes de réduction. Pokémon pour 10% sur tout le site. Pokémon 5 pour 5 € sur ta première commande. Lien en description. Ok, retour à nos cartes. T'as compris? Avoir tout misé sur le first print a donc condamné Zarbi à passer derrière deux monstres, dont le premier est évidemment Dracofeu. 103 cartes, 112 en comptant les exclusivités japonaises, soit 13 de plus que Zarbi, mais toujours 3 fois moins que Pikachu. Lui, tout son buzz repose sur les reprints. Promo, double rare, ultra rare, spécial illustration rare, hyper rare, souvent avec une version shiny, jusqu'à l'overdose. Sans tout ça, il n'aurait 49 cartes. Et c'est un délire plutôt récent. Avant la 6G, le lézard n'a jamais eu plus de 8 cartes par génération. Son aura reposait justement sur sa rareté. Et puis arrive la méga évolution. Pour les poser, il faut des X. Donc, double ration pour chaque Pokémon qu'en a une. Notre Dragonfeu gagne ainsi 19 cartes et le public hors demande. Les créateurs plongent à pieds joints dans le fanservice, la 7G lui a offert de jolies apparitions sur la nouvelle mécanique GX, ainsi que 2 featuring en escouade avec Reshiram et Roussil. Rajoute-y des variantes avec les débuts de la rareté Rainbow, tu obtiens 21 nouvelles cartes, trop cher pour ta collection. Le vrai bordel, c'est la 8G avec Tarak. En plein pendant la pénurie et le retour de la hype, il a bien profité des V, capables d'évoluer en VMAX et en V-Star, ainsi que du retour de Shiny qui ont créé une bulle spéculative absurde pendant plusieurs mois. Pour l'instant, la 9G semble presque sage si on oublie qu'elle est capable de sortir 8 reprints à partir d'une seule carte, histoire de traire le buzz jusqu'au bout. Mais vu comment s'annoncent les prochains sets orientés méga évolution, je serais pas étonné que ça reparte en cacahuète d'ici la 10G. La logique qui s'applique à Dracofeu vaut en réalité pour d'autres stades finaux badass. Lucario par exemple, avec ses 73 cartes, a d'abord été propulsé par son film, puis par sa méga évolution, notamment en 7G où ça spam les reprints. J'adore son escouade avec Melmetal. De même pour Tyrannosif, top 2 de sa génération derrière Zarbi avec 48 cartes à la 26e position, mais aussi pour Alakazam dont on parlait, qui sans ça n'aurait sans doute pas survécu au ban de Kadabra. Et depuis la 7G pour Raichu. Pikachu l'a longtemps éclipsé, mais depuis qu'il a eu sa forme d'Alola, il est bien remonté et est aujourd'hui top 6. Et sa double méga pourrait le faire monter encore plus haut. Les formes finales ne sont pas les seules populaires. En fait, les concepteurs préfèrent 2 autres genres de Pokémon, dont le premier est incarné par notre numéro 3, Evoli. 105 cartes. Et contrairement à ce qu'on pourrait penser, c'est un succès récent puisqu'il n'imprime que depuis 2018. Avant ça, les concepteurs s'en foutent. C'est uniquement un marchepied pour ses évolutions. Le très populaire Noctali par exemple, avec ses 47 cartes, se positionnant juste derrière Tyrannosif en 2G. La pire génération pour Evoli, c'est la 6ème. Il n'y reçoit qu'une commune, une où il a l'air de s'être pris un coup de pelle, une pour un deck de débutant et une promo McDo. Tout le buzz est parti chez Nymphali, dont la très recherchée version X n'a même pas besoin de sa préévolution. Encore aujourd'hui, c'est le Pokémon le plus représenté de sa génération, devant Amphinobi. Mais le destin d'Evoli va changer du jour au lendemain, lorsqu'on annonce Let's Go. Ça le propulse au rang de 2ème mascotte. Un raz-de-marée tout mignon doit alors déferler sur le monde, mais comment faire ? Contrairement à Pikachu, qui est complètement OP dans l'animé depuis des décennies, c'est difficile d'imaginer une carte puissante. On peut le caser de temps en temps sur une escouade avec Ronflex ou sur une secrète, mais on va pas aller bien loin. Heureusement pour lui, il a une gueule d'ange, alors multiplions les cartes promotionnelles. On lui met des petits ponchos aux couleurs de ses grands frères qu'on glisse dans les commandes du Pokémon Center, on rajoute des cartes communes à la con offertes dans des boosters, on fait des collabs avec une marque de... Petit pain, hein ? C'est quoi ça? Et tout ça, c'est vrai aussi sur Pocket, où il dépasse déjà son rival. Une trentaine de cartes contre à peine plus de 20 pour Pikachu. Bref, c'est une vraie propagande, encore boostée par 2 sets à son honneur en 8 NEG, qui le fait passer de 32 à 105 cartes en l'espace de 10 ans. Seulement 69 si on ne comptait que les first prints. Il s'impose ainsi en ligne comme le 3ème de la majorité des classements, éjectant au passage ce pauvre Zarbi. Conclusion, les mascottes, ça fait vendre. Et c'est une logique qui devient de plus en plus vraie. La 7G est ainsi largement dominée avec 32 et 34 cartes par Lugarok et Mimikyu, dont Meili possède 7 cartes. Oui, elle nous a forcé à en parler. Parenthèse, Plumeline s'en sort absurdement bien avec toutes ses formes, qui lui permettent de distancer de grosses têtes d'affiche comme Archiduc, Solgaleo ou Lunala. En 8G, c'est Morpeko qui a été chouchouté avec 33 cartes, bien aidé par l'hype autour de Rosemary. Et je pense qu'il sera bientôt doublé par Salarsen, et surtout Zacian. C'est l'autre type de monstre qui domine très largement les classements, qu'on retrouve à partir de la 5ème place, Mewtwo.
Déjà, en dehors du TCG, il est parmi les légendaires les plus chouchoutés. Avec 3 films dédiés et 2 méga évolutions, mais côté cartes, c'est la folie. Top 2 dès son apparition, puis présent sur quasi tous les gimmicks générationnels, il fait même partie du très restreint club des V-Union, des artworks géants assemblés avec 4 cartes. Légendaires comme fabuleux font vendre, le top 3 de la 3G c'est Rayquaza, à la 8ème place au global avec 66 cartes. Avec lui, c'est tout rien, spammé à certaines générations, complètement zappé à d'autres. Il n'a pour l'instant aucune carte en 9G, alors qu'un set lui a entièrement été dédié dans la précédente. Une seule certitude, de bons gros bangers à chaque fois. Derrière lui, il y a Gardevoir, pour des raisons évidentes, et Deoxys. Si on regarde en 4G, Dialga et Arceus, ce dernier avec une sorte de phénomène Zarbi à la sortie de la 4G avec un gros spam pour sortir tous ces types. Je me souviens que ça faisait des taux de drop sympas à l'époque, et je pourrais continuer en 5G avec Kyurem, 18ème place au classement général, talonné par Reshiram, et cette édition incroyable de 2013, Victini, puis Zekrom. Cette logique a légèrement changé depuis la VG, où les légendaires des DLC sont davantage mis en avant, carrément spammés en fait. Paldea, Ogerpon ajouté dans le premier DLC, déglingue tout avec 29 cartes. C'est 2 fois plus que Koraidon et Miraidon, en partie à cause de ces 4 formes, mais surtout à cause d'un forcing sur les reprints. Il y en a 8 rien que pour son masque turquoise en carte X. Est-ce qu'il restera au sommet de sa génération? Sans doute pas. Le data mining de Pokémon Zeta nous a appris qu'il arrive de petits cadeaux pour la 9G qui pourraient bien changer les choses. Car en vérité, les équilibres peuvent changer très vite. Il n'y a que quelques exceptions réellement condamnées à être d'éternels losers. Les Pokémon oubliés du TCG. Il y a 2 types de cartes concernées. D'un côté, les seconds stades. Coincés entre un monstre de départ adorable et des formes finales iconiques, personne n'en veut. Autarlet, c'est 3 cartes. Bogeris, 4. Et c'est déjà très cher payé vu le Pokémon. De l'autre, il y a par exemple ces deux-là. Après des débuts timides avec seulement 3 cartes à leur effigie en 4G, dont 2 promos exclusives au Japon, ils ont totalement disparu pendant 16 ans, jusqu'à revenir dans le set Faille Paradox. Si Baby Manta marque le coup avec une jolie illustration rare, Manjoy peut continuer à chouiner. Il n'a eu qu'une commune. Une situation similaire à celle de Corillon, qui avait au moins le mérite d'être imprimé chez nous. Ou encore pire, de Rose Bouton, 2 pauvres cartes, suivies de 17 années de pause avec un mini comeback très récemment. Leur point commun, ce sont des bébés Pokémon, des pré-évolutions, rajoutés de surcroît des années après leurs prédécesseurs. Pour un TCG qui a déjà trop de monstres à caser dans ses sets, ils sont une épine dans le pied. Et après tout, si les gens ont pris l'habitude de poser directement Tignon ou Kikli, pourquoi s'embêter avec un débugant? Personne ne se plaindra de son absence. Il y a tout de même un cas particulier, Pichu. Là vous pourriez vous dire, ok, donc si ta famille est populaire, tu perces? Pas du tout. Prends Chifours et Silveroy. Ils ont déglingué tous les tournois IRL en 8G. Les joueurs se les arrachaient, ça leur a valu un paquet de réimpressions, et du coup ça impliquait de faire de la place dans leur set. Or, les deux là, c'était des Pokémon V, directement posables sur le terrain. Donc on a dégagé Spectreval, Blizzval et Wushours, condamnés encore aujourd'hui à n'avoir qu'une seule impression. Impossible de faire pire. Et pourtant, si, Mega Charmina et Mega Scarabrut en ont 0, 11 ans après leur introduction dans XY. Est-ce que les designers ont oublié leur existence? Non, leurs formes de base apparaissent bien dans les extensions de l'époque. Est-ce qu'ils n'ont pas eu le temps de les caser en 6G? Ils auraient pu le faire en escouade en 7G, comme avec Tenefix et Lockpin. La vraie raison, c'est que la mécanique était un enfer de conception à l'époque. Chaque méga devait être évolué depuis une carte X, il fallait donc penser et équilibrer 2 cartes très puissantes pour un seul monstre. La méta pouvait dérailler au moindre faux mouvement. Ils ont tout changé depuis, et heureusement pour Legend Zelda. Ça a permis à Mega Blizzard et Mega Latias d'enfin débarquer dans la dernière extension, et ils ont l'air très marrants à jouer. Et j'espère qu'ils feront pareil pour les fossiles. Je vais pas rentrer dans le détail, mais c'est un gros bordel d'équilibrage et de cartes à chaque fois qu'on va en rajouter un. Du coup, 17 d'entre eux ont moins de 10 cartes à leur actif, le pauvre Amagara n'en a que 2. Alors que sur le papier, ils ont des designs cool, et on aimerait bien en voir plus souvent, ne serait-ce que pour la collection. Ok, on a fait le tour des raisons qui font qu'une carte a ses chances ou non de figurer parmi les champions du TCG. Mais en vrai, il y en a plein qui remplissent ces critères. Alors, pourquoi Dracofeu plutôt que Tortank par exemple? En fait, c'est des logiques qui se comprennent très bien si on regarde du côté des dresseurs. Déjà, la nostalgie. Les 5 les plus représentés viennent tous de Kanto. Ensuite, le design, Cynthia et Helio cartonnent depuis la 4G. Rosemary a tout pété en 8G. Si t'as ni le charisme ni la popularité, c'est foutu pour toi. À l'heure où je vous parle, 9 persos n'ont toujours pas de carte à leur effigie. 4 viennent du 10,
4 de Kalos et le dernier d'Owen. Juan, le très oubliable 8ème champion d'arène d'Emeraude. Et tout ça ne va pas s'améliorer, car Pokémon est devenu trop gros pour que le TCG puisse continuer à caser tout le monde. Ça ajoute à ça un cahier des charges colossal, maintenir le rythme de parution sans tomber dans la monotonie, garantir une rotation stratégique régulière, tout en suivant le calendrier de sortie des jeux et de l'animé, et surtout, le public est fragmenté, entre ceux qui suivent la strat depuis des années et ceux qui sont plus casus. Ça a déjà conduit à leur séparation entre deux applications, Live et Pocket. Je ne serais donc pas étonné que ça touche un jour le format imprimé, avec d'un côté des cartes à jouer et de l'autre à collectionner.